Salut, tu es sur Dérive douce. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 idées philosophiques qui ont quelque chose d'inhabituel en commun. Elles font mal. Pas parce qu'elles sont obscures ou réservées à des spécialistes, mais parce qu'elles touchent quelque chose de réel dans la façon dont tu vis, dont tu choisis, dont tu te justifies à toi-même. Ce sont des idées qui, prises au sérieux, ne te laissent pas exactement comme avant. Écris-moi en commentaire quelle heure il est chez toi en ce moment ou comment s'est passée ta journée. Les personnes qui prennent le temps de le faire sont souvent d'une finesse remarquable et leurs mots restent avec moi bien après la lecture. Si le projet Dérive douce te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Il y a une idée que la philosophie a mise du temps à formuler clairement, mais qu'elle n'a jamais abandonnée depuis qu'elle l'a trouvée. Une pensée qui ne te dérange pas n'a peut-être pas encore commencé son travail. Ce n'est pas un éloge de la souffrance, c'est une observation sur la nature de ce qui compte vraiment dans l'histoire intellectuelle humaine. Les propositions qui ont traversé le temps et qui continuent d'influencer la façon dont on organise les sociétés, dont on justifie les lois, dont on se raconte à soi-même, ces propositions-là ont presque toutes, à leur origine, produit un inconfort précis. Pas le malaise d'une idée incompréhensible, le malaise d'une idée trop claire. Quand une pensée brise quelque chose dans le schéma habituel du monde, la première réaction n'est pas l'admiration, c'est la résistance. Et cette résistance dit quelque chose d'important. Elle indique que quelque chose de réel a été touché. Une idée qui glisse sans frottement sur ta façon de voir n'a rien changé du tout. Une idée qui accroche, qui gêne, qui force à reconsidérer, celle-là a fait son travail. Ce que je vais explorer avec toi concerne 10 de ces moments dans l'histoire de la pensée. 10 formulations, 10 propositions, 10 façons différentes de déplacer ce qu'on croyait fixe. Elles viennent de philosophes dont les noms sont connus. René Descartes, Platon, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Jacques Rousseau, et Thomas Hobbes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, John Rawls, et encore Nietzsche sous un autre angle, avec Théodore Adorno et Max Horkheimer en prolongement. Mais les noms ne sont que des repères. Ce qui compte, c'est ce que ces idées font, pas à qui elles appartiennent. Il y a une question qui traverse tout ça, et elle est honnêtement difficile. Est-ce qu'une idée peut réellement changer ce qu'on est? Pas ce qu'on pense sur un sujet abstrait, mais ce qu'on est, la texture de ses décisions, la façon dont on supporte ou non l'incertitude, ce qu'on demande à sa propre existence. C'est une question que je vais laisser ouverte un moment, parce qu'elle mérite d'être fréquentée avant d'être résolue. La philosophie, quand on l'aborde comme une discipline purement académique, reste à distance de la vie. Elle devient un ensemble de positions à mémoriser, de débats à cartographier, de noms à placer correctement dans les phrases. C'est une façon de la tenir à l'écart de ce qui est réellement en jeu. Ce que je veux faire ici, c'est l'inverse. Prendre chaque idée au sérieux comme si elle était vraie. Pas pour en faire une doctrine ou un programme de vie, mais pour voir ce qu'elle implique réellement, ce que tu dois accepter de perdre si tu la prends au sérieux, ce qu'elle exige que tu regardes en face. Certaines de ces idées ont changé la façon dont on structure le droit et la politique. D'autres ont transformé la psychologie, la théorie de la connaissance, l'éthique du quotidien. Mais toutes partagent cette caractéristique. Elles ont d'abord rencontré une résistance précisément proportionnelle à leur justesse. Ce n'est pas une garantie qu'une idée dérangeante soit vraie. C'est simplement un signe qu'elle a touché quelque chose que les gens préféraient ne pas examiner. Le fil qui les relie n'est pas thématique. Ce n'est pas que toutes parlent de la même chose. C'est plutôt qu'elles opèrent toutes de la même façon. Elles prennent quelque chose que l'on tient pour acquis, l'ordre social, l'identité personnelle, la raison, la liberté, le sens, et elles en montrent le sol. Pas pour effondrer, pour reconstruire autrement. René Descartes ne commence pas par une conviction, il commence par une destruction. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a enseigné,
tout ce qu'il a cru avec la certitude tranquille de celui qui n'a jamais eu de raison de douter, il décide de le laisser tomber. Non pas par caprice ou par nihilisme, mais parce qu'il a compris quelque chose de précis. Si une seule des fondations sur lesquelles repose l'édifice de sa connaissance est fausse, alors tout ce qui s'est construit dessus vacille aussi. La solidité apparente d'un bâtiment ne prouve rien sur la qualité de ce qui le soutient. Ce geste, douter de tout, volontairement, méthodiquement, a une forme particulière. Il ne ressemble pas au scepticisme de quelqu'un qui a renoncé à trouver le vrai. Il ressemble au travail d'un bâtisseur qui refuse de construire sur un sol dont il n'a pas vérifié la résistance. Le doute, chez Descartes, est un instrument. Et comme tout instrument, il a une logique propre. On le pousse jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose qu'il ne peut plus entamer. Ce qu'il trouve à cet endroit-là est étrange dans sa simplicité. Il peut douter de ses sens, qui le trompent parfois. Il peut douter du monde extérieur, qui pourrait être une illusion construite par un malin génie supposé toute-puissant. Il peut même douter des vérités mathématiques, si l'on admet que quelque chose d'assez puissant pourrait le tromper sur les évidences. Mais il ne peut pas douter du fait qu'il est en train de douter. Ce doute lui-même est une pensée, et cette pensée suppose un être qui pense. C'est là que le doute s'arrête, non pas parce qu'on l'a forcé à s'arrêter, mais parce qu'il a atteint sa propre limite logique. Je pense, donc je suis. La formule est connue. Ce qu'il est moins, c'est ce qu'elle implique réellement comme déplacement. Avant Descartes, la certitude était quelque chose qu'on héritait. On savait ce que l'Église enseignait, ce que les anciens avaient formulé, ce que la tradition avait transmis. La certitude venait de l'extérieur, d'une autorité qui précédait l'individu et qui n'avait pas à être justifiée. Il suffisait de la recevoir. Descartes retourne ce mouvement. La seule chose sur laquelle on peut bâtir quelque chose de solide, c'est ce qui résiste à l'examen le plus radical que l'on puisse mener depuis l'intérieur de sa propre pensée. La certitude doit être gagnée, non héritée. Et c'est là que l'idée devient inconfortable. Parce que si tu prends ça au sérieux, vraiment au sérieux, et non comme une position philosophique à réciter, tu dois accepter une chose que peu de gens acceptent volontiers. La plupart des convictions sur lesquelles tu t'appuies pour vivre n'ont jamais été soumises à cet examen. Elles ont été reçues. De tes parents, de ta culture, de l'air ambiant d'une époque, d'un groupe qui te ressemble. Elles se sentent vraies parce qu'elles sont familières. Mais la familiarité n'est pas une preuve. L'évidence subjective n'est pas une démonstration. Ce que Descartes ouvre, c'est une exigence, celle de ne pas confondre le confort d'une croyance avec sa validité. Et cette exigence a un coût humain réel, que la présentation scolaire de Descartes efface souvent. Douter de tout, même provisoirement, même méthodiquement, c'est se retrouver seul dans un espace où rien n'est garanti. Cette solitude-là n'est pas agréable. Elle ressemble à une perte avant de ressembler à une fondation. La plupart des gens évitent cet espace. Ils évitent de pousser leurs propres croyances jusqu'au point où elles révèlent leur sol. Pas par paresse intellectuelle, par quelque chose de plus profond. L'identité est en partie construite sur des certitudes non examinées. Les remettre en question, c'est risquer de remettre en question quelque chose de soi. Et ce risque-là est réel. Il y a une frontière dans l'idée de Descartes que ses continuateurs n'ont pas tous su tenir. Il a reconstruit rapidement après avoir détruit. À partir de sa seule certitude, la pensée pensante, il a voulu retrouver Dieu, le monde extérieur, la science. Ce programme de reconstruction a ses propres problèmes, et les philosophes qui l'ont suivi l'ont montré. Mais ce qui reste solide, ce qui n'a pas été démoli depuis, c'est l'acte inaugural. La certitude
doit être gagné par l'examen et non reçu par transmission. Ce que ça ne dit pas et que Descartes lui-même n'a pas résolu, c'est jusqu'où cet examen peut réellement aller dans une vie concrète. On ne peut pas vivre dans un doute permanent sur tout. Il faut bien agir, décider, faire confiance à quelque chose. La question que Descartes laisse ouverte, et qu'il faut laisser ouverte, parce qu'une réponse trop rapide serait une trahison de ce qu'il a trouvé, c'est comment on décide à quel moment le doute a fait son travail et peut s'arrêter. Comment on reconnaît une fondation quand on en touche une? Et si la pensée elle-même, aussi rigoureuse soit-elle, peut vraiment atteindre quelque chose de fixe, ou si ce qu'elle trouve est toujours aussi une construction, plus solide que les autres, mais construction quand même. L'hypothèse la plus naturelle quand on entend parler du mythe de la caverne, c'est qu'il s'agit d'une métaphore sur l'ignorance. Des gens enfermés, des ombres sur un mur, une lumière qu'ils n'ont jamais vue. La conclusion semble évidente. Il faut sortir de la caverne, accéder à la vraie lumière, et tout ira mieux. C'est une lecture rassurante, et c'est précisément pour ça qu'elle rate l'essentiel de ce que Platon a mis là. Ce que le texte montre réellement, si on le lit sans chercher à le rendre confortable, c'est que la sortie de la caverne n'est pas un triomphe. C'est une rupture douloureuse, suivie d'une inadaptation durable, suivie d'un retour que personne ne demande et que personne n'attend. Celui qui a vu la lumière revient vers ceux qui n'ont connu que les ombres, et il ne l'accueille pas comme un libérateur. Il le traite comme quelqu'un qui a perdu la raison. Ses yeux, habitués à la clarté du dehors, peinent à distinguer ce qu'eux voient parfaitement. Dans leur cadre de référence, c'est lui qui est aveugle. Voilà ce que l'hypothèse courante laisse de côté. La vérité n'est pas seulement difficile d'accès, elle est difficile à transmettre, et celui qui la porte devient, dans un certain sens, étranger à ceux qui ne l'ont pas traversée. Pense à ce que ça signifie concrètement. Quelqu'un change de perspective sur quelque chose de fondamental, sur le fonctionnement d'une institution, sur la réalité d'un rapport de force, sur la nature d'une croyance qu'il partageait depuis l'enfance. Et dès qu'il essaie d'en parler à ceux qui n'ont pas fait le même trajet, il se heurte à une incompréhension qui ressemble à de l'hostilité. Ce n'est pas que les autres soient malveillants, c'est que le langage dans lequel il parle désormais n'a plus les mêmes repères que le leur. Les mots semblent les mêmes, mais ce qu'ils désignent a changé de fond. C'est une complication que Platon n'atténue pas. Le prisonnier libéré ne revient pas avec des mots magiques qui convainquent immédiatement. Il revient avec une expérience que les autres n'ont pas faite et qu'ils ne peuvent pas simuler par le seul raisonnement. Il existe un écart entre savoir que la lumière existe et avoir regardé la lumière. Et cet écart-là ne se franchit pas par la parole seule. Ce qui rend l'idée plus lourde encore, c'est la question de ce qui produit l'illusion. Dans la caverne, les ombres ne sont pas des accidents, elles sont projetées. Il y a un mécanisme, des porteurs d'objets derrière le mur, une source de lumière soigneusement placée. L'illusion n'est pas une défaillance naturelle de la perception, elle a une architecture. Ce que les prisonniers prennent pour la réalité est le résultat d'un dispositif dont ils ignorent l'existence, non par stupidité, mais parce qu'ils n'ont jamais eu accès à ce qui se passe derrière eux. Ça pose une question qui ne se résout pas facilement. Si l'illusion est construite, qui l'a construit? Et pourquoi? Platon ne développe pas entièrement cette dimension dans le mythe lui-même, mais elle y est présente comme une pression. Ce n'est pas simplement que les prisonniers sont limités dans leur perception, c'est que quelque chose leur présente une version du monde comme si c'était la seule version possible. Et ils n'ont aucun moyen de le savoir tant qu'ils restent dans la position où ils ont toujours été. La complication que ça introduit, c'est que sortir de la caverne suppose d'abord de savoir qu'on y est. Et cette conscience-là ne vient pas de l'intérieur du système. Elle vient d'une friction, d'un dérangement, d'un moment où quelque chose refuse de s'intégrer dans le schéma habituel. La certitude que l'on vit en pleine lumière est précisément ce que la caverne produit le mieux. Les ombres ne se présentent pas comme des ombres, elles se présentent comme des choses. Tu peux te demander où tu en es avec ça.
les structures qui organisent ta perception du monde, les catégories dans lesquelles tu ranges les événements, les hiérarchies que tu tiens pour naturelles, les limites que tu ne questionnes pas parce qu'elles semblent faire partie des données de base. D'où viennent-elles? Est-ce que tu les as examinées ou est-ce que tu les as héritées dans un espace où elles ne pouvaient pas apparaître pour ce qu'elles sont? La caverne fonctionne précisément parce que les prisonniers n'ont aucune raison de soupçonner qu'ils sont dans une caverne. C'est sa mécanique propre. Ce que Platon formule ici dépasse largement une métaphore sur la connaissance. C'est une proposition sur la relation entre position et vérité. Ce qu'on voit dépend toujours, en partie, d'où on se tient. Et celui qui occupe une certaine place depuis suffisamment longtemps finit par prendre cette place pour un point de vue universel. C'est là que l'illusion devient la plus robuste. Non pas quand elle est fragile et contestée, mais quand elle est si bien installée qu'elle n'a même plus besoin de se défendre. Le principe qui se dégage de tout ça n'est pas une invitation à méfiance générale ou à la suspicion permanente. Il est plus précis que ça. Il dit que la réalité à laquelle on accède est toujours partielle, toujours conditionnée par la position depuis laquelle on l'observe, et que la seule façon de le savoir, c'est d'accepter qu'il existe peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, non pas par incapacité, mais par situation. Ce déplacement-là, de la certitude vers la conscience de sa propre limite, est ce que la sortie de la caverne exige réellement. Et il ne se fait pas une seule fois. Il recommence chaque fois qu'une nouvelle évidence se présente comme définitive. Il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée que tu n'as pas de nature, pas de fond préexistant, pas d'essence cachée qui attendrait d'être découverte comme on ouvre un coffre. La plupart des façons de se penser soi-même reposent sur l'idée inverse, qu'il y a quelque chose à trouver, une vérité intime qui te précède, et que ta vie consiste à exprimer ou à trahir. Jean-Paul Sartre brise ce schéma avec une économie de mots redoutable. L'existence précède l'essence. Tu existes d'abord. Tu te définis ensuite, par ce que tu fais, par ce que tu choisis, par ce à quoi tu consens ou ce que tu refuses. Le paradoxe surgit immédiatement, et il faut le nommer sans l'édulcorer. Si tu n'as pas de nature fixée à l'avance, alors chaque choix que tu fais t'engage totalement. Il n'y a pas de fond naturel vers lequel tu pourrais te retourner pour dire « ce n'est pas vraiment moi, c'est ma timidité, mon éducation, mon tempérament ». Ces explications existent, mais elles ne t'exemptent de rien. Tu es toujours celui qui a agi ainsi. La liberté que Sartre décrit n'est pas une liberté légère, celle qu'on célèbre dans les discours sur l'autonomie. C'est une liberté qui pèse. Elle pèse parce qu'elle est absolue et qu'il n'y a personne d'autre au bout de la chaîne des décisions. Ce paradoxe a un nom dans la philosophie de Sartre. Il l'appelle la condamnation à être libre. Le terme est choisi avec soin. La condamnation, c'est ce qu'on ne peut pas refuser. On ne t'a pas demandé si tu voulais être libre. Tu l'es, et tu l'es sans pouvoir t'en défaire. Même décider de ne pas choisir, de laisser les autres décider pour toi, de suivre le courant, de faire comme tout le monde, c'est encore un choix. La liberté ne se suspend pas. Elle est le tissu même de l'existence humaine telle que Sartre la comprend. Et cette liberté-là est inséparable d'une responsabilité qu'on ne peut déléguer à personne. La tentative naturelle face à ce poids consiste à construire des alibis. Sartre les regroupe sous un terme précis, la mauvaise foi. Ce n'est pas le mensonge ordinaire, celui qu'on dit aux autres. C'est le mensonge qu'on se dit à soi-même pour esquiver la responsabilité de ce qu'on est en train de devenir. Le garçon de café qui joue à être garçon de café, qui mime la fonction, qui s'y fond, qui fait de son rôle une identité close, illustre ce mécanisme. Il agit comme si être garçon de café était une nature, quelque chose d'inévitable, une condition qui le précède et le justifie. Et pourtant, à chaque instant, il choisit de continuer. La mauvaise foi est confortable. Elle permet de vivre sans peser ce qu'on fait. Elle transforme les choix en nécessité, les responsabilités en contraintes extérieures, les décisions en destin. On se dit qu'on n'avait pas d'autre option, que c'est comme ça, que les circonstances ont décidé à ta place. Et Sartre dit que c'est possible, on peut vivre ainsi très longtemps, mais que c'est une façon d'esquiver ce qu'on est réellement.
Voilà pourquoi la résolution du paradoxe est impossible, et pourquoi il faut l'accepter tel quel. On pourrait croire qu'il suffit de prendre conscience de sa liberté pour vivre de manière authentique, pour sortir de la mauvaise foi une bonne fois pour toutes. Sartre ne le croit pas. L'authenticité n'est pas un état stable qu'on atteint et qu'on conserve. C'est une tension permanente, une vigilance qui ne se relâche jamais complètement. Parce que la tentation de se figer dans une définition, de se raconter qu'on est tel ou tel type de personne par nature, de se décharger sur une cause ou une appartenance, cette tentation revient toujours. Elle revient parce qu'elle allège quelque chose qui, autrement, reste lourd. Et ce que ça signifie pour toi, concrètement, c'est une question que l'idée pose sans répondre à ta place. Quelle part de ce que tu appelles ta personnalité, tes convictions, ta façon d'être dans le monde, quelle part de ça as-tu réellement choisi et quelle part t'a été assignée d'une manière ou d'une autre et que tu as accepté parce que l'accepter était plus simple que de choisir autrement? La question n'est pas confortable. Elle l'est d'autant moins qu'elle n'a pas de réponse définitive. On peut la poser honnêtement, mais on ne peut pas y répondre une seule fois pour en être quitte. Ce que l'idée de Sartre ne résout pas, et qu'elle n'essaie pas de résoudre, c'est comment choisir. Elle dit que tu choisis, toujours, et que ce choix t'engage totalement. Elle dit que prétendre ne pas choisir est encore un choix. Mais elle ne te donne pas de critères pour distinguer un choix authentique d'un autre. Elle ne te dit pas ce vers quoi il faudrait tendre. Elle dépose la liberté dans tes mains et s'arrête là. C'est une philosophie qui ouvre une exigence sans la remplir. Et cette ouverture-là est peut-être ce qu'elle a de plus honnête. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir exactement ce qu'il faudrait faire et de ne pas le faire quand même? Pas par ignorance, pas par erreur de calcul, mais par une sorte de résistance sourde que tu ne savais pas tout à fait nommer. Ce moment-là, Emmanuel Kant l'a regardé en face. Et ce qu'il y a trouvé est l'une des propositions les plus exigeantes que la philosophie ait jamais produite. L'impératif catégorique se formule ainsi. Agis uniquement selon la maxime qui te permettrait de vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Ça semble abstrait, presque mécanique. Mais la tension qu'il introduit est immédiatement personnelle. Chaque fois que tu te demandes si tu peux faire une exception, pour toi, dans cette situation précise, parce que les circonstances sont particulières, Kant te demande de retourner la question. Et si tout le monde faisait pareil? Et si la règle que tu t'appliques à toi-même devenait la règle pour tous? Ce test n'est pas une contrainte externe qu'une autorité t'impose. Il vient de la raison elle-même, telle que Kant la comprend. Ce qui est juste n'est pas ce qui arrange, ce qui plaît, ou ce qui produit les meilleurs résultats dans un cas particulier. Ce qui est juste est ce qui peut se tenir debout, indépendamment de qui le fait et dans quelles circonstances. Une action morale n'emprunte pas sa valeur à ses conséquences. Elle la tient de sa forme, de la cohérence de la maxime qui la guide. La tension réelle commence ici, parce que la plupart de nos raisonnements moraux ordinaires ne fonctionnent pas de cette façon. On s'accorde des exceptions. On dit « normalement ce ne serait pas bien, mais là, les enjeux sont différents. Les conséquences seraient trop lourdes. » Ou « je suis dans une position qui justifie une règle légèrement différente. » Kant appelle ça très directement une corruption du jugement moral. Non pas parce que les exceptions sont toujours fausses dans les faits, mais parce que, dès l'instant où on commence à les construire, on sort du terrain de l'éthique pour entrer dans celui de la négociation. Pense à la promesse. Tu peux promettre quelque chose en sachant que tu ne tiendras pas ta promesse, si les circonstances s'y prêtent. Est-ce que tu peux vouloir que tout le monde fasse pareil?
Si chacun promettait, en calculant à l'avance la probabilité de tenir sa parole selon les circonstances, la promesse cesserait d'être une promesse. Elle perdrait sa structure même. Kant ne dit pas que mentir produit de mauvais effets. Il dit que le mensonge se détruit lui-même dès qu'on essaie de le rendre universel. C'est là que réside la force du test. Un homme décide de ne pas rembourser une dette parce que sa situation financière est difficile et que le créancier, lui, s'en sortira très bien sans cet argent. Il se convainc que les circonstances justifient l'exception. Kant lui demande de formuler sa maxime à voix haute. Quand rembourser me coûte trop, je peux ne pas le faire. Et puis, de la rendre universelle. Ce que ça produit, c'est l'effondrement du concept même de prêt. Parce que plus personne ne prêterait si cette maxime était générale. L'exception se trahit elle-même à l'instant où on l'expose. Ce que ce test révèle au fond, ce n'est pas seulement la structure d'une action, c'est la structure de celui qui agit. La maxime que tu peux rendre universelle sans contradiction dit quelque chose de toi, de la cohérence entre ce que tu exiges des autres et ce que tu t'autorises à toi-même. L'impératif catégorique est une façon de rendre visible l'écart entre les deux. Le coût humain de cette exigence est réel, et il ne faut pas le minimiser. Vivre selon l'impératif catégorique, c'est refuser des allègements que presque tout le monde s'accorde. C'est tenir une ligne quand les conséquences de la tenir sont défavorables. Kant est parfaitement conscient de ça. Il ne promet pas que l'action morale rendra heureux, ni qu'elle sera récompensée, ni même qu'elle produira les meilleurs résultats mesurables. Il dit qu'elle est juste. Et il accepte que cette justesse puisse coexister avec la souffrance, avec le sacrifice, avec la perte. C'est là que beaucoup de lectures de Kant s'arrêtent, comme si cette rigidité était un défaut. Mais l'idée la plus inconfortable n'est pas que Kant soit trop strict, c'est qu'il a peut-être raison sur quelque chose que nous préférons éviter. Connaître le bien, savoir très précisément quelle serait l'action juste, n'empêche pas de ne pas la faire. La philosophie morale le sait depuis longtemps. Aristote l'appelait l'akrasia, le manque de maîtrise. Kant construit autour de ce fait une architecture entière. Si la connaissance ne suffit pas, c'est parce que la volonté a besoin d'une forme, d'un principe qui résiste aux tentations du cas particulier. Ce que l'impératif catégorique offre, et c'est sa résolution partielle, celle qui tient sans être complète, c'est un outil de clarification. Pas une réponse à chaque dilemme moral, pas une machine à produire des décisions, mais un test qui force à formuler ce qu'on est réellement en train de faire quand on agit. La maxime rendue explicite ne ment pas. Elle montre la forme de l'action telle qu'elle est, sans les habillages que la situation et l'intérêt personnel ont tendance à produire autour d'elle. Ce qui reste ouvert, et que Kant lui-même ne ferme pas entièrement, c'est la question de savoir ce qu'on fait quand deux maximes universalisables entrent en conflit. Dire la vérité est une maxime qui résiste au test. Protéger quelqu'un d'innocent est une maxime qui résiste aussi. Mais il existe des situations où l'une exclut l'autre. Kant penche vers la règle absolue, et cette position a fait débat pendant 2 siècles et demi. L'impératif catégorique ne résout pas tout. Il pose le problème de la cohérence morale à sa hauteur maximale. Et il te laisse avec la difficulté de vivre à cette hauteur. Quelque chose change dans la façon dont on pense l'effort quand on cesse de le mesurer en résultat.
On grandit avec l'idée que la tension, la difficulté, l'insatisfaction persistante sont des signaux d'alarme, des preuves qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on s'est trompé de chemin, qu'il faudrait trouver quelque chose de plus calme et de plus stable. Friedrich Nietzsche part de cette observation banale pour en faire le point d'entrée dans une idée qui remet en question la valeur qu'on accorde au repos. Ce qu'il appelle volonté de puissance n'est pas le désir de dominer les autres. Le terme résiste à cette réduction parce qu'il désigne quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est l'élan par lequel un être vivant cherche à dépasser sa propre forme actuelle, à excéder ce qu'il est déjà capable de faire, à ne pas se stabiliser dans ce qui a déjà été accompli. Nietzsche observe que la vie elle-même, dans ses manifestations les plus profondes, ne tend pas vers l'équilibre. Elle tend vers le débordement, vers la croissance, vers une tension qui ne cherche pas à se résoudre dans le repos, mais dans une intensification nouvelle. Le principe structurel que ça révèle est plus large que l'individu. Nietzsche le voit à l'œuvre partout où quelque chose croît réellement, dans l'art, dans la pensée, dans la façon dont un être forge ses propres valeurs. Ce qui progresse ne cherche pas à éliminer la résistance, il s'en nourrit. L'obstacle n'est pas l'ennemi du mouvement, il est la condition par laquelle le mouvement se renforce. Une force qui ne rencontre aucune résistance ne se développe pas, elle se disperse. Voilà ce qui rend cette idée inconfortable pour la façon dont on organise ordinairement une vie. On cherche à réduire les frictions, à sécuriser les positions acquises, à atteindre un point où les efforts du passé se traduisent en tranquillité future. Nietzsche ne dit pas que ce désir est stupide. Il dit qu'il trahit quelque chose. Que l'absence de tension n'est pas la paix, c'est une forme de contraction, un début de retrait. Ce qu'il appelle déclin n'est pas une catastrophe bruyante. C'est ce moment silencieux où on commence à optimiser son existence autour de la préservation de ce qu'on a, plutôt que de l'expansion de ce qu'on peut devenir. Teste ce principe à sa limite, et tu vois apparaître une question que Nietzsche ne résout pas simplement. Si la volonté de puissance est le moteur d'une vie authentiquement forte, qu'est-ce qui distingue le dépassement de soi de l'épuisement? Qu'est-ce qui sépare la tension productive de la destruction par excès d'exigence? La réponse de Nietzsche ne prend pas la forme d'un équilibre à calculer. Elle prend la forme d'une qualité. Ce qui compte n'est pas l'intensité brute de l'effort, mais sa direction, vers soi, vers ce qu'on est capable de forger en soi-même, vers une hauteur qu'on se fixe et qu'on s'oblige à tenir. C'est là que le principe commence à révéler ses fractures. Parce que Nietzsche parle d'une noblesse de l'exigence que rien dans son système ne permet de mesurer de l'extérieur. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et déterminer s'il est dans le dépassement de soi ou dans la fuite en avant. La frontière entre les deux est intérieure, et elle est difficile à voir même pour celui qui la vit. La volonté de puissance comme principe éthique porte en elle une opacité fondamentale. Elle exige une honnêteté avec soi-même d'une précision presque impossible à maintenir. Et c'est précisément là où le principe se brise, ou du moins où il révèle sa limite la plus tendue. Nietzsche ne fournit pas de critères stables pour distinguer la force de sa caricature. L'histoire a montré que l'idée pouvait être tordue dans des directions qu'il n'aurait pas reconnues comme siennes. Ce n'est pas un accident de vulgarisation. C'est une conséquence de l'architecture même de la pensée,
Quand le principe est ancré dans une qualité intérieure plutôt que dans une règle extérieure vérifiable, il devient disponible pour n'importe quelle appropriation. Celui qui se croit en train de se dépasser peut très bien être en train de céder à une autre forme de la complaisance de l'effort pour lui-même, du sacrifice sans direction, de la rigueur transformée en posture. Ce qu'il reste à tenir de cette idée, malgré et avec ses limites, c'est une question qu'elle pose sans se lasser. Est-ce que tu te donnes vraiment du mal? C'est-à-dire, est-ce que tu te heurtes réellement à ta propre limite, à ce que tu ne sais pas encore faire, à ce qui te résiste vraiment, ou est-ce que tu travailles à l'intérieur d'un espace déjà maîtrisé en lui donnant l'apparence de l'effort? La distinction n'est pas entre la facilité et la difficulté. Elle est entre deux types de difficultés, celle qui te transforme et celle qui te confirme dans ce que tu es déjà. Nietzsche est du côté de la première, et il n'offre aucune méthode pour y accéder, seulement la pression de la question elle-même. Ce que la volonté de puissance laisse ouvert est plus important que ce qu'elle ferme. Elle laisse ouverte la question de la direction. Vers quoi tend le dépassement? Vers quelle figure de soi-même? Nietzsche parle du surhomme, de celui qui se crée ses propres valeurs, qui ne s'appuie plus sur des autorités extérieures pour décider ce qui mérite d'être voulu. Mais cette figure reste une silhouette. Elle indique une orientation sans tracer le chemin. Et c'est peut-être intentionnel. Une philosophie du dépassement de soi qui te donnerait le mode d'emploi serait une contradiction dans ses propres termes. Elle remplacerait une autorité externe par une autre. Ce que Nietzsche exige, au fond, c'est que tu te demandes toi-même ce que tu es en train de te faire devenir, et que tu sois capable de regarder honnêtement la réponse. C'est une exigence qui ne prend pas fin. La mort est la prétention philosophique la plus totale qui soit. Elle concerne tout le monde, sans exception, sans négociation possible, sans délai accordé à ceux qui préféreraient ne pas y penser. Martin Heidegger part de cette universalité absolue, et c'est précisément là qu'il opère un resserrement qui change tout, parce que l'universalité de la mort, dans la vie quotidienne, ne produit presque aucun effet. On la sait, on la reconnaît comme fait, on peut l'énoncer sans la moindre hésitation. Et pourtant, cette connaissance reste la plupart du temps parfaitement inerte. Elle ne modifie ni les priorités, ni les choix, ni la façon dont on distribue son attention entre ce qui compte et ce qui occupe. La mort en général est une abstraction que tout le monde accepte sans que personne ne soit réellement atteint par elle. Ce décalage entre la prétention universelle de la mort et son absence d'effet sur la conduite concrète d'une existence, c'est l'écart que Heidegger refuse de laisser combler trop vite. Sa position tient en une formule, que l'on traduit souvent par « être pour la mort ». Ce qu'elle désigne, c'est une structure de l'existence humaine, non un état psychologique. Heidegger ne parle pas de tristesse, ni d'angoisse chronique, ni d'une contemplation morbide de la disparition. Il parle de la façon dont la finitude, lorsqu'elle est vraiment assumée, change la texture même de chaque moment. La mort n'est pas un événement futur qui surviendra un jour. Elle est une possibilité qui appartient à la structure de toute existence présente. La seule possibilité qui soit absolument certaine, absolument personnelle et absolument non transférable. Cet aspect de non-transfert est central. On peut déléguer beaucoup de choses.
On peut demander à quelqu'un d'autre de prendre une décision, de porter une charge, de vivre une expérience à notre place, dans une certaine mesure. La mort, elle, ne se délègue pas. Elle est la possibilité la plus propre de chaque existence, celle qu'aucun autre ne peut prendre en charge à ma place. Et c'est précisément cette singularité radicale qui, pour Heidegger, est capable de rendre une existence authentique. Voilà l'écart, dans toute sa force. D'un côté, une vérité cosmiquement évidente, connue de tous, que personne ne conteste. De l'autre, une absence quasi totale de conséquences sur la façon dont la plupart des vies sont vécues. Ce que cela signifie systémiquement, c'est que la connaissance ne suffit pas à changer la structure de l'existence. Il faut quelque chose de plus qu'une information, même vraie, même absolument certaine. Il faut ce que Heidegger appelle une appropriation de cette possibilité, un moment où la mort cesse d'être un fait général pour devenir une réalité de ma propre existence, ici, maintenant, dans ce que je fais ou évite de faire. Un homme apprend qu'il lui reste peu de temps. Quelque chose se modifie immédiatement dans son rapport à ses journées. Non parce qu'il a appris quelque chose de nouveau sur la mort, mais parce que la mort est passée du général au singulier. Du « tout le monde mourrait » au « je vais mourir ». Heidegger dit que ce passage est disponible à tout moment. La maladie terminale n'est pas la seule porte d'entrée. L'angoisse, terme qu'il emploie dans un sens très précis, pas comme synonyme de peur, est la tonalité affective qui rend possible cette appropriation sans qu'un choc extérieur soit nécessaire. L'angoisse heideggerienne n'a pas d'objet déterminé. La peur, elle, a un objet. On a peur de quelque chose de précis. L'angoisse s'ouvre sur l'indéterminé, sur le fait brut que l'existence est toujours en jeu, que rien n'est garanti, que la familiarité rassurante du quotidien repose sur une fondation qui n'a rien de nécessaire. Et dans cette ouverture, quelque chose de la finitude devient réel d'une façon que la simple information ne produit jamais. Ce que cela signifie pour la vie ordinaire, c'est une question que Heidegger pose sans en faire une prescription morale. Il ne dit pas ce qu'il faut choisir. Il dit que le choix ne devient réel que lorsqu'on accepte la structure dans laquelle il s'inscrit, une existence finie, limitée, qui avance vers sa propre clôture. L'urgence que produit cette acceptation n'est pas une angoisse paralysante, c'est une clarification. Face à la finitude assumée, certaines choses tombent d'elles-mêmes. Pas parce qu'on les a rejetées par raisonnement, mais parce qu'elles cessent de peser le même poids quand on a mesuré ce que pèse réellement le temps. La question qui reste ouverte, et que Heidegger lui-même laisse sans réponse définitive, c'est celle du contenu. L'être pour la mort désigne une forme, une façon d'habiter son existence. Mais il ne dit pas vers quoi orienter cette existence une fois qu'on l'a appropriée dans sa finitude. Ce que tu vas faire de l'urgence que la conscience de la mort produit en toi, ça, aucune philosophie ne peut te le dicter. Et peut-être est-ce intentionnel. Peut-être que la question elle-même est la réponse. Est-ce que tu es en train de vivre d'une façon que tu pourrais reconnaître comme tienne, pleinement, sachant que le nombre de tes jours est compté? Pas comme une question rhétorique, comme une pression réelle qui ne se dissout pas dans la distraction.
toute société repose sur un accord. C'est la formulation la plus simple, la plus rassurante, et aussi celle qui cache le plus. Car dès qu'on commence à demander comment cet accord a été conclu, par qui, dans quelles conditions, et avec le consentement de qui exactement, deux réponses s'ouvrent, et elles mènent dans des directions que rien ne permet de réconcilier complètement. La première réponse est celle de Thomas Hobbes. L'état naturel de l'humanité, sans structure politique, sans autorité centrale, est une guerre de tous contre tous. Non pas une guerre déclarée, avec des batailles et des fronts fixes, mais un état de menace permanente où aucune paix n'est garantie, où la coopération est impossible à maintenir sans une force extérieure capable de l'imposer. Dans cet état, la vie est, selon ses propres termes, solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. L'accord social, chez Hobbes, est conclu par nécessité absolue. On cède une part de sa liberté à un souverain parce que le coût de ne rien céder est encore plus élevé. C'est un calcul de survie, non un choix éthique. La deuxième réponse est celle de Jean-Jacques Rousseau, et elle va chercher quelque chose de profondément différent. Pour Rousseau, l'être humain dans son état naturel n'est pas un prédateur en attente d'une proie. Il est fondamentalement bon, ou du moins fondamentalement paisible. Ce qui le corrompt, c'est précisément la société, la propriété, la comparaison, la dépendance au regard des autres, l'accumulation des inégalités. L'accord social, dans cette lecture, est une trahison déguisée en contrat. Les riches ont convaincu les pauvres que l'ordre établi protégeait tout le monde, alors qu'il ne protégeait que les positions de ceux qui avaient déjà le plus à perdre. La tension entre ces deux lectures est réelle, et elle ne se résout pas par une synthèse confortable. Elle désigne quelque chose que l'analyse philosophique atteint difficilement. L'origine de l'ordre politique est un événement perdu, reconstruit après coup, et chaque reconstruction porte les intérêts de celui qui l'a produit. Ce qui rend cette tension difficile à tenir, c'est qu'elle oblige à regarder simultanément deux vérités qui s'appuient sur des prémices incompatibles. Si Hobbes a raison, l'ordre, même imparfait, même violent dans ses structures, est une victoire sur quelque chose de pire. La légitimité du pouvoir vient de la protection qu'il offre contre la désintégration. Si Rousseau a raison, cet ordre est lui-même la source du problème qu'il prétend résoudre. Il fabrique des inégalités, les institutionnalise, les rend invisibles sous l'apparence de la nécessité naturelle et convainc ceux qui l'écrasent que leur condition est inévitable. Tu peux vivre toute une vie sans jamais avoir à choisir entre ces deux lectures de façon explicite. Mais la façon dont tu réponds, même silencieusement, même sans le formuler, à des questions ordinaires dépend de ce choix. Est-ce que l'autorité mérite un respect de principe parce qu'elle maintient un ordre sans lequel tout s'effondrerait? Ou est-ce que l'autorité est toujours suspecte parce qu'elle a été construite pour maintenir quelqu'un en place et qu'elle redéfinit l'ordre comme étant ce qui l'arrange? Ces deux positions vivent en toi simultanément, selon les contextes, selon ce qui est en jeu, selon ce que tu risques de perdre ou de gagner. L'explication ne peut pas aller plus loin que cette limite, parce qu'il n'existe aucun point de vue extérieur à toute société depuis lequel on pourrait évaluer la légitimité du contrat social sans déjà se trouver à l'intérieur d'un contrat social qui façonne la façon dont on évalue. Le philosophe qui critique l'ordre politique le fait depuis une langue, une formation, une position dans une structure, autant d'éléments que cet ordre a produits. Ce cercle n'est pas une raison de se taire,
C'est une raison d'être attentif à ce que l'on défend et pour quelles raisons réelles. Le coût humain de cette tension est concret. Quand une structure sociale est perçue comme naturelle et nécessaire, ceux qu'elle défavorise ont tendance à intérioriser leur position comme un état de fait plutôt qu'un état de droit. Rousseau l'a vu avec une précision qui demeure gênante. Le mal que l'ordre social produit est invisible justement parce qu'il est structurel. Il ne prend pas la forme d'une agression visible, d'un acte isolé qu'on pourrait pointer et condamner. Il prend la forme d'une configuration qui distribue les chances, les protections et les vulnérabilités de façon systématique et qui se présente elle-même comme neutre, comme le résultat d'un accord que tout le monde aurait approuvé. Hobbes, lui, voit un coût différent, le coût de la fragmentation. L'ordre, même imparfait, même construit sur des asymétries, reste préférable à l'absence de cadre commun. Il n'idéalise pas le souverain. Il dit simplement que la désagrégation de l'autorité produit des souffrances que personne n'a envie de traverser une fois qu'on en a l'expérience. Ces deux coûts sont réels. Ils coexistent dans n'importe quelle société existante. Et c'est précisément là que la résolution partielle s'ouvre, non comme une conclusion, mais comme un déplacement. L'accord social n'est pas un événement du passé qu'on pourrait retrouver ou annuler. C'est une structure en cours qui se renouvelle à chaque moment où une règle est appliquée, contestée, renforcée ou transgressée. La question de sa légitimité n'est pas une question historique. Elle est une question que chaque génération se repose avec les mains de ceux qui sont là. Ce que Rousseau et Hobbes partagent, malgré tout ce qui les oppose, c'est l'intuition que l'ordre social n'est pas donné, qu'il est construit, que cette construction a une histoire, des bénéficiaires, des oubliés, et que la façon dont on l'interroge, ou dont on refuse de l'interroger, est déjà une prise de position, qu'on le veuille ou non. L'accord sur lequel tu te tiens n'a pas été signé par toi. Mais tu le reconduis chaque jour parce que tu acceptes, parce que tu contestes, et parce que tu choisis de ne pas voir. La conscience de soi a une histoire particulièrement inconfortable. Elle ne surgit pas dans la solitude, dans le silence intérieur, dans un moment de recueillement où l'on se retrouverait enfin seul avec soi-même. Elle naît dans la friction, dans le regard de l'autre, dans le moment précis où quelqu'un d'autre reconnaît ou refuse de reconnaître ce qu'on est. Georg Wilhelm Friedrich Hegel a mis le doigt sur quelque chose que l'expérience ordinaire confirme sans cesse, mais que l'on préfère généralement ne pas formuler trop clairement. L'opposition conceptuelle que Hegel construit dans la phénoménologie de l'esprit met en scène deux consciences qui se rencontrent pour la première fois. Chacune cherche à être reconnue par l'autre comme conscience autonome, comme être qui compte, comme présence irréductible. Mais cette reconnaissance ne peut pas être simplement donnée, elle doit être obtenue, et l'obtention passe par un affrontement. L'une des deux finit par céder, non pas physiquement nécessairement, mais dans sa prétention à l'autonomie. Celle qui a cédé devient l'esclave, celle qui a tenu sa position devient le maître. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Le maître obtient ce qu'il voulait, la reconnaissance. Mais cette reconnaissance vient désormais d'un être qui l'a réduit à la dépendance. Et une reconnaissance accordée par quelqu'un que tu as écrasé ne vaut plus grand-chose. Tu as gagné l'assentiment d'une conscience que tu as toi-même privée de sa capacité à te résister, à te contredire, à te remettre en question. Ce que tu reçois ressemble à de la confirmation, mais c'est une confirmation vide. Le maître se retrouve dans une impasse qu'il a lui-même creusée. Plus il affermit sa domination, moins la reconnaissance qu'il obtient a de valeur. L'esclave, pendant ce temps, travaille. Et le travail, chez Hegel, n'est pas une punition. C'est le lieu où quelque chose de décisif se passe.
En transformant le monde par son labeur, l'esclave imprime sa marque sur les choses. Il exerce une maîtrise sur la matière, développe des compétences, construit une relation au réel que le maître, lui, ne peut plus construire puisqu'il ne travaille plus. L'esclave devient, par le travail et par la médiation de la contrainte, celui qui comprend la réalité de façon plus complète. Sa conscience se développe là où celle du maître s'appauvrit. Prends n'importe quelle relation de dépendance durable, entre un dirigeant et ses subordonnés, entre quelqu'un qui détient le pouvoir et quelqu'un qui l'exécute sans pouvoir le questionner. Le dirigeant finit souvent par perdre le contact avec ce que ses décisions produisent réellement, parce que les retours qu'il reçoit passent tous par des filtres qui protègent sa position. Ceux qui subissent les conséquences directes développent une intelligence de la situation que ceux qui la surplombent de loin ne peuvent plus atteindre. Ce qui reste non résolu dans cette construction hegelienne, c'est la question du retournement. La dialectique du maître et de l'esclave décrit un mouvement, une inversion progressive des positions de conscience, mais elle ne dit pas comment ce mouvement se traduit dans la réalité sociale concrète. Hegel travaille au niveau des structures de la conscience, non au niveau des institutions ou des révolutions. Le passage de l'analyse philosophique à ce qu'on peut en faire dans une situation effective reste ouvert, tendu, sans résolution que le raisonnement seul puisse produire. Et c'est précisément là que cette idée touche le présent avec une acuité qu'on ne lui accorde pas toujours. La question de la reconnaissance n'est pas un sujet abstrait réservé aux philosophes de l'esprit. Elle traverse chaque espace où des êtres humains coexistent avec des statuts différents, des visibilités différentes, des droits différents à être entendus. Ce que quelqu'un ressent quand sa parole est systématiquement reçue avec moins de crédit que celle d'un autre, quand son jugement est traité comme secondaire, quand sa présence est tolérée plutôt qu'accueillie, ce n'est pas une blessure psychologique individuelle, c'est une structure. C'est ce que Hegel avait identifié comme le problème fondamental de toute relation de conscience à conscience. La reconnaissance refusée ne laisse pas la conscience intacte. Elle la déforme. Elle oblige celui à qui on refuse la reconnaissance à chercher des chemins détournés pour affirmer son existence, par la performance, par la conformité exagérée, par la résistance souterraine ou par une intériorisation de la hiérarchie qui finit par ressembler à de l'acceptation. Ces stratégies ne sont pas des faiblesses. Elles sont des réponses à une situation que la conscience ne peut pas simplement ignorer, parce que la conscience humaine a besoin de la reconnaissance de l'autre pour se tenir debout. Ce que Hegel indique, sans jamais le formuler comme prescription morale, c'est que toute relation de pouvoir contient en elle-même une instabilité. Non parce que les opprimés finissent toujours par se révolter, mais parce que la structure de domination appauvrit les deux termes de la relation, même si ce n'est pas de façon symétrique. Celui qui domine sans être contredit perd la qualité de la reconnaissance qu'il cherchait. Celui qui est dominé développe une conscience plus riche de la réalité, mais au prix d'une contrainte qui n'est pas un cadeau. La pertinence de cette tension pour le présent tient à une question que les structures contemporaines posent dans des formes nouvelles. Dans des sociétés où la reconnaissance est devenue une ressource distribuée de façon hautement inégale, par les algorithmes, par la visibilité médiatique, par l'accès aux espaces où les décisions se prennent, le problème hegelien ne s'est pas dissous. Il s'est multiplié et diversifié. On peut chercher la reconnaissance dans des espaces où elle est accordée facilement, mécaniquement, sans friction réelle. On peut accumuler des confirmations qui ressemblent à de la reconnaissance sans jamais rencontrer la résistance d'une autre conscience qui te prend vraiment au sérieux, c'est-à-dire qui te contredit,
qui exige quelque chose de toi, qui ne se contente pas d'approuver. Hegel pose une exigence que rien ne simplifie. La vraie reconnaissance ne peut venir que d'une conscience qui est elle-même libre, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être extorquée, achetée ou obtenue par la domination. Elle doit être méritée dans un espace où les deux termes de la relation ont réellement quelque chose à perdre dans l'échange. Et cet espace est précisément celui que les relations de pouvoir tendent à éliminer, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il exige de renoncer à la sécurité de la hiérarchie pour s'exposer à la rencontre réelle avec une autre conscience. Ce qui reste non résolu, et qui le restera, c'est la question de savoir si un tel espace est possible à maintenir durablement, ou si toute relation tend inévitablement à produire une asymétrie qui la ronge de l'intérieur. Hegel ne tranche pas, il décrit un mouvement. Et ce mouvement ne s'arrête pas, il continue de se jouer dans chaque relation où quelqu'un attend d'être reconnu par quelqu'un qui préférerait ne reconnaître que soi-même. On imagine facilement que les règles d'une société juste sont celles que défendent ceux qui ont le plus d'intérêt à les défendre. Les puissants parlent de méritocratie, les bien-nés parlent d'égalité des chances, ceux qui héritent parlent de liberté individuelle. Et chacun est sincère. Chacun croit vraiment que les règles qu'il défend sont les bonnes, parce que ces règles, précisément, lui correspondent. C'est là une des impasses les plus solides de la pensée politique ordinaire. Il est presque impossible de concevoir la justice depuis une position particulière, sans que cette position contamine silencieusement le résultat. John Rawls a construit toute une réponse à cette impasse. Et sa réponse est une opération de pensée qui paraît simple, presque naïve au premier abord, mais dont les conséquences sont vertigineuses dès qu'on les suit jusqu'au bout. Le point de départ de Rawls, c'est que toute théorie de la justice doit être capable de se défendre devant quelqu'un qui ne sait pas encore quelle place il occupera dans la société que cette théorie organise. On ne connaît ni son sexe, ni sa classe d'origine, ni ses capacités naturelles, ni sa culture, ni ses convictions religieuses. On se tient derrière ce qu'il appelle le voile d'ignorance, un état hypothétique où toutes les caractéristiques qui font ta position particulière t'ont été retirées pour les besoins du raisonnement. Depuis là, tu dois décider des principes selon lesquels la société sera organisée. Ce qui est frappant dans cette opération, c'est qu'elle n'est pas une invitation à l'altruisme. Rawls ne te demande pas d'être généreux, de te mettre à la place des autres par empathie, de penser aux moins favorisés par bonne volonté morale. Il te demande quelque chose de beaucoup plus calculé, agir en faveur de tes propres intérêts dans une situation d'ignorance radicale. Si tu ne sais pas si tu naîtras riche ou pauvre, valide ou malade, dans une famille protégée ou dans une situation de grande vulnérabilité, alors la prudence élémentaire t'impose de concevoir des structures qui rendent la position la plus basse aussi vivable que possible. Non pas par compassion, mais parce que tu pourrais être celui qui s'y trouve. Le résultat de cette expérience de pensée, selon Rawls, produit deux principes fondamentaux. Le premier stipule que chaque personne doit avoir droit aux libertés de base les plus étendues possibles, compatibles avec les libertés égales de tous les autres. Le second, souvent appelé le principe de différence, dit que les inégalités sociales et économiques ne sont justifiables que si elles bénéficient en priorité aux membres les moins avantagés de la société. L'inégalité n'est pas interdite par principe. Elle est conditionnée. Elle doit être au service de ceux qu'elle ne favorise pas. Ce qui rend cette construction dérangeante, c'est qu'elle retourne le raisonnement habituel. Dans la plupart des justifications ordinaires de l'inégalité, c'est celui qui gagne le plus qui produit le plus de valeur,
et donc mérite sa position. Rawls ne s'intéresse pas à ce mérite. Il demande si la structure qui produit cette inégalité peut être défendue devant quelqu'un qui ne sait pas où il atterrira dedans. Et dans la très grande majorité des structures concrètes qui existent, cette défense est difficile à tenir. Tu peux tester l'idée immédiatement sur n'importe quelle question de politique sociale. Les droits à la santé, à l'éducation, à la protection juridique, à la sécurité, derrière le voile d'ignorance, quelqu'un qui ne sait pas s'il naîtra dans un quartier riche ou dans un quartier pauvre, avec des parents éduqués ou sans filet familial aucun, choisira presque inévitablement de rendre ses ressources aussi accessibles que possible. Parce que le risque d'être celui qui en est privé est réel, et que l'absence de ces ressources dans les situations de vulnérabilité n'est pas un inconvénient mineur. C'est une destruction de la capacité même à participer à la société. Ce que Rawls se révèle ainsi, presque malgré lui, c'est la façon dont la plupart des justifications existantes de l'inégalité reposent sur la connaissance de sa propre position. Ceux qui défendent les structures qui les favorisent ne sont pas nécessairement hypocrites. Ils raisonnent depuis où ils sont. Mais le voile d'ignorance expose cette dépendance de façon implacable. Retire la connaissance de ta position et vois si tes convictions sur la justice tiennent encore. La complication ne tarde pas à apparaître. Et elle est sérieuse. Le voile d'ignorance est une fiction. Personne ne raisonne vraiment depuis cet état d'ignorance radicale. On naît quelque part, on grandit quelque part, on pense depuis une langue, une histoire, un corps. L'abstraction rawlsienne présuppose un sujet capable de se détacher de toutes ses appartenances pour exercer une raison pure, et des philosophes comme Michael Sandel ou Alasdair MacIntyre ont montré que ce sujet est lui-même une construction, et une construction particulière, héritée d'un moment précis de la pensée libérale occidentale. Ce sujet désencombré, capable de raisonner derrière un voile qui efface tout ce qui le constitue concrètement, ne ressemble à personne. Et l'idéalisation peut masquer autant qu'elle révèle. Si la façon dont tu conçois le raisonnement impartial est elle-même culturellement située, alors l'impartialité que tu atteins par cette méthode porte déjà en elle des présupposés que le voile n'a pas effacés parce qu'il n'était pas capable de les voir. C'est la limite réelle du voile d'ignorance. Non qu'il soit inutile, mais qu'il ne soit pas suffisant. Il déplace le problème plutôt qu'il ne le résout. Il met en lumière les injustices que nous justifions parce que nous savons où nous sommes, mais il ne garantit pas que la position depuis laquelle on imagine l'ignorance est elle-même neutre. Il y a toujours un fond culturel, un ensemble de valeurs implicites qui décident ce qui compte comme une position désavantageuse, ce qui mérite protection, ce qui peut être traité comme secondaire. Et pourtant, malgré cette limite, le principe de différence reste une exigence que peu de structures sociales existantes satisfont. Le test rawlsien, même imparfait, même culturellement situé, produit des questions que les arrangements actuels ont du mal à affronter sans gêne. Est-ce que les règles qui organisent ta société seraient choisies par quelqu'un qui ne sait pas s'il naîtra dans sa partie la plus favorable ou dans sa partie la plus dure ? La plupart du temps, la réponse honnête est non. C'est là que l'idée de Rawls ne reste pas théorique. Elle devient un instrument de lecture de ce qui existe. Chaque fois qu'une règle est justifiée par ceux qu'elle favorise, chaque fois qu'une inégalité est présentée comme naturelle ou méritée, sans que jamais personne ne demande ce qu'en penserait celui qui est en bas, le voile d'ignorance désigne un angle mort. Il ne le comble pas, mais il le nomme. Et nommer un angle mort est déjà une forme de pression sur la pensée, sur la tienne, sur celle des structures dans lesquelles tu te trouves,
sur la distance entre ce que ta société dit être et ce qu'elle produit concrètement pour ceux qui y ont le moins de prise. Imagine que tu vives d'une journée ordinaire, une réunion décalée, un repas raté, une conversation qui tourne court, une décision prise à la légère. Rien d'exceptionnel. Et maintenant, imagine que cette journée, exactement telle qu'elle s'est déroulée, avec ses petites lâchetés et ses petits renoncements, doivent se répéter infiniment. Pas comme un souvenir qu'on rejoue dans la tête, mais comme une réalité qui recommence, identique, sans modification possible, sans issue. Chaque geste que tu as esquivé, chaque moment où tu as choisi le chemin du moindre effort, tout cela revient, encore et encore, pour toujours. Friedrich Nietzsche a formulé cette idée sous le nom d'éternel retour. Et le paradoxe qui l'habite est immédiat, brutal, difficile à déposer une fois qu'on l'a saisi. La pensée de l'éternel retour se présente comme une cosmologie, l'hypothèse que le temps est cyclique, que tout ce qui a existé reviendra, que l'univers tourne sur lui-même dans une répétition sans fin. Mais ce serait passer à côté de ce qui fait la force de cette idée que de la traiter comme une thèse sur la physique du temps. Nietzsche la formule comme une expérience de pensée, comme un test. Si un démon venait te murmurer que ta vie, telle qu'elle est, devra se rejouer un nombre infini de fois, quelle serait ta réaction? L'effroi, la résignation, ou quelque chose qui ressemblerait à une affirmation? C'est là que le paradoxe se nomme clairement. L'éternel retour est présenté comme la pensée la plus lourde qui soit, une idée que Nietzsche lui-même décrit comme capable d'écraser celui qui n'est pas prêt à l'affronter. Et pourtant, elle est aussi censée fonctionner comme un principe d'affirmation de la vie, comme la formule d'une existence qu'on pourrait vouloir pleinement, sans réserve, sans arrière-pensée. Comment une seule et même idée peut-elle être à la fois le fardeau le plus lourd et l'expression la plus haute de la vitalité? La tentative de résolution passe par une distinction que Nietzsche opère entre deux façons de vivre. La première est une vie de fuite. On évite la douleur, on reporte les décisions, on comble le temps avec des distractions, on consent à des existences qui ne nous appartiennent pas vraiment, parce que le confort du moment est plus accessible que l'exigence d'une direction choisie. Dans ce mode-là, la pensée de l'éternel retour est insupportable, parce que vouloir que cette vie recommence infiniment serait vouloir une répétition de ce qu'on n'a jamais vraiment voulu en premier lieu. La seconde façon de vivre, c'est celle que Nietzsche désigne sous le nom d'affirmation. Une existence dans laquelle chaque moment est assumé, chaque choix porté jusqu'au bout, chaque souffrance intégrée comme partie de ce qu'on a choisi d'être. Quelqu'un qui vit ainsi peut entendre la pensée de l'éternel retour sans s'effondrer, parce que sa vie est déjà construite comme quelque chose qui l'affirmerait, qu'il aurait voulu, qu'il voudrait encore. Ce qui fait la force de cette construction, c'est qu'elle transforme chaque décision ordinaire en question éthique de pleine ampleur. Est-ce que tu vis de telle façon que tu pourrais vouloir que ce moment revienne? Pas le moment exceptionnel, pas le sommet, pas l'instant de grâce. Le moment anodin, la journée quelconque, le choix banal que tu fais parce que c'est plus facile. L'éternel retour pèse sur ces moments-là avec une pression que peu d'autres idées égalent. Mais pourquoi la résolution reste-t-elle impossible? Parce que la pensée de l'éternel retour exige une cohérence totale que l'existence humaine ne peut pas tenir. Personne ne vit une vie entièrement affirmée, entièrement choisie, sans zone grise, sans compromis, sans moment où l'on cède à ce qu'on ne voulait pas vraiment. Vouloir que chaque instant revienne suppose une transparence à soi-même qu'aucun être humain réel n'atteint. On ne sait pas toujours ce qu'on veut,
On change, on se contredit, on accepte des choses par peur, par fatigue, par habitude, et seulement ensuite on décide si on les voulait vraiment. L'éternel retour comme impératif éthique heurte donc quelque chose de fondamental dans la condition humaine. L'impossibilité de vivre avec une pleine conscience de chaque instant, la nécessité de faire des choix dans des situations opaques, sans garantie d'avoir bien voulu ce qu'on a choisi. Nietzsche le sait, ce n'est pas une invitation à la sérénité, c'est une pression délibérément insoutenable, posée là pour révéler par contraste tout ce qu'on mène sans vraiment l'assumer. Un personnage des carnets préparatoires de Nietzsche s'appelle Zarathustra, et c'est lui qui porte le poids de cette pensée avant d'être capable de la dire. Il ne l'accueille pas avec légèreté, il vacille. La pensée de l'éternel retour est d'abord une épreuve, avant d'être une forme de sagesse. Ce vacillement est lui-même partie du message. On n'adopte pas cette idée comme une règle confortable. On la reçoit d'abord comme un coup. Ce que cela signifie pour toi concrètement, c'est que l'éternel retour ne fonctionne pas comme une doctrine à appliquer, mais comme un instrument de lecture de ta propre existence. Il ne te dit pas quoi faire, il te demande de regarder ce que tu fais déjà et de te demander si tu l'affirmerais, pas si tu en serais fier au sens social du terme, pas si les autres l'approuveraient, pas si cela correspond à une définition extérieure du succès, mais si toi, depuis l'intérieur de ce que tu es réellement, tu voudrais que cela revienne. La pression est là, permanente, sans résolution possible. Parce que même si on répondait honnêtement oui à cette question aujourd'hui, demain on pourrait répondre autrement. La vie continue de se produire, les choix continuent de se faire, et la question de l'éternel retour ne se ferme jamais. Elle reste ouverte sur chaque moment qui vient, comme une exigence qui ne se satisfait d'aucune réponse définitive. C'est peut-être là ce que cette idée a de plus difficile à porter. Elle ne promet rien. Elle n'offre ni réconfort, ni absolution, ni méthode. Elle pose une question sans fond, et elle la pose encore, et encore, jusqu'à ce qu'on décide, non pas une fois pour toutes, mais à chaque fois, comment on veut habiter l'existence qui est la sienne. Il y a une question qui flottait depuis le début, et tu la sens peut-être encore là, sans qu'elle se soit vraiment posée. Est-ce qu'une idée peut réellement changer ce qu'on est? Pas modifier une opinion, pas corriger une erreur de raisonnement, mais atteindre quelque chose de plus profond, déplacer la façon dont on habite sa propre vie? Ce qui ressort de tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est que certaines idées ne restent pas à l'extérieur. Elles entrent. Et une fois entrées, elles ne laissent pas les choses en place. Descartes a montré que la certitude n'est pas un héritage, c'est quelque chose qu'on gagne ou qu'on ne possède pas. Platon a exposé la possibilité que ce qu'on tient pour le réel soit une projection, et que la vérité soit précisément ce qui dérange. Sartre a dit que tu n'as pas de nature donnée d'avance, que tu te construis par tes actes, et que cette liberté-là ne ressemble à aucune libération. Elle pèse, elle engage, elle ne pardonne pas. Kant a posé une exigence si stricte que la plupart des actions ordinaires ne la satisfont pas, si on prend la peine de les examiner vraiment. Heidegger a affirmé que la mort n'est pas une information sur l'avenir, mais une pression sur le présent, et que sans cette pression, on vit souvent par procuration, en retardant ce qu'on aurait pu choisir. Hegel a dit que la conscience de soi naît dans le regard de l'autre, dans la friction, dans la reconnaissance accordée ou refusée. Et cette idée-là change la façon dont on peut lire n'importe quelle relation. Rousseau et Hobbes ont mis en évidence que l'ordre social n'est pas naturel, qu'il repose sur un accord que personne n'a signé, et que cette dette de violence fondatrice n'est jamais vraiment soldée. Rawls a montré que presque toutes les justifications de l'inégalité s'effondrent dès qu'on retire la connaissance de sa propre position.
que le sentiment d'équité change radicalement selon où l'on se trouve dans ce qu'on évalue. Et Adorno, avec Horkheimer, a nommé quelque chose d'inconfortable sur la raison elle-même, qu'elle peut devenir un instrument de domination, que l'efficacité et la maîtrise peuvent phagocyter ce pour quoi la pensée était supposée exister. Puis il y a Nietzsche, 2 fois. Une fois pour la volonté de puissance, comme tension interne vers ce qu'on n'a pas encore atteint, comme refus du déclin confortable. Et une seconde fois pour l'éternel retour, qui est peut-être la question la plus difficile qu'on puisse poser à une existence. Est-ce que tu la vivrais encore ? Ce qui est frappant quand on regarde ces 11 idées ensemble, c'est qu'elles ne forment pas un système. Elles ne s'accordent pas. Sartre et Kant se contredisent sur la source de la valeur morale. Nietzsche et Rawls n'habitent pas le même monde. Descartes et Heidegger ne partagent pas la même idée de ce que c'est que penser sérieusement. Et pourtant, elles convergent toutes vers quelque chose de commun, quelque chose qu'elles atteignent chacune depuis une direction différente. Ce point commun, c'est que la vie non examinée, la vie qu'on traverse sans jamais mettre ses fondations en question, est une vie dans laquelle les forces qui te gouvernent restent invisibles. Les normes que tu as héritées, les structures qui t'ont formé, les justifications que tu te donnes sans les tester, les choix que tu fais par habitude ou par peur en les appelant décisions, tout cela continue d'opérer tant qu'on ne l'a pas regardé en face. La philosophie, dans ce qu'elle a de plus réel, n'est pas une discipline académique. Ce n'est pas non plus une collection de citations à placer au bon moment. C'est l'acte de refuser l'évidence comme réponse suffisante, de traiter les questions les plus ordinaires comme si elles méritaient qu'on s'y arrête vraiment. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça ? Qu'est-ce que je tiens pour juste et pourquoi ? Est-ce que ma façon de vivre est celle que je choisirais si j'avais à m'en expliquer devant moi-même, sans filet, sans excuse disponible ? Il y a un coût à prendre ces questions au sérieux. On ne sort pas indemne d'une réelle rencontre avec Sartre ou avec Nietzsche. Le vertige que produit la liberté absolue, l'inconfort d'une exigence éthique qui ne ménage pas, la pression de l'éternel retour sur chaque moment ordinaire, tout cela n'est pas agréable. Beaucoup de gens préfèrent ne pas s'y exposer, et c'est compréhensible. Les idées qui déstabilisent sont aussi les idées qui exigent quelque chose en retour. Et la résolution partielle, si elle existe, n'est pas une réponse définitive à quoi que ce soit. Elle ressemble davantage à ceci. Savoir que les questions existent, savoir qu'elles ont un poids, et choisir, consciemment, au moins une fois, de les laisser faire leur travail plutôt que de les court-circuiter par la routine. La macro-boucle ne se ferme pas proprement. Elle ne devrait pas. Parce que si une idée peut vraiment changer ce qu'on est, cette transformation ne se produit pas une fois pour toutes lors d'une soirée de lecture ou d'écoute. Elle se produit dans l'ordinaire, dans les moments où la question remonte, où le geste habituel hésite, où quelque chose qu'on avait accepté sans le voir commence à demander à être regardé. C'est là, dans cet espace infime entre le réflexe et la décision, que la pensée a une chance d'avoir lieu. Bonne nuit.